Une voix dans l'ombre. La chaleur marseillaise était une présence physique, une couverture lourde et humide qui étouffait la périphérie industrielle de la ville. Niché dans un coin oublié, entre un restaurant aux vitres condamnées et un garage de pneus à l'enseigne perpétuellement affaissée, se trouvait un bâtiment bas dont la peinture beige écaillée saignait sur l'asphalte fissuré. C'était une antenne du groupe Durand, une succursale si éloignée qu'elle ressemblait plus à une pensée après coup qu'à un atout. Pour le monde extérieur, ce n'était qu'une autre boîte fonctionnelle et terne. À l'intérieur, cependant, un poison silencieux et insidieux s'était infiltré dans les murs mêmes. L'air à l'intérieur était un cocktail de café rassis, de nettoyants industriels et du bourdonnement grave des néons. Parmi la poignée de nouvelles recrues qui entraient en traînant les pieds ce lundi matin, se trouvait une jeune femme noire qui semblait à la fois parfaitement intégrée et complètement déplacée. Inès avait peut-être 30 ans, avec une silhouette élancée et athlétique, et une posture qui dénotait une confiance tranquille, bien qu'elle la portât avec un air d'humilité discrète. Vêtue d'un simple pantalon kaki, d'un polo bleu marine uni et de baskets impeccables, elle était l'image de la diligence d'une débutante. Son badge d'identification temporaire indiquait simplement Anaïs, un alias qu'elle avait choisi pour son anonymat. Personne ne lui accorda un second regard. Personne ne reconnut le visage d'Inès Dubois, l'unique héritière de l'empire du groupe Durand, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars que son grand-père avait bâti à partir d'un seul atelier pour en faire une puissance internationale. Et c'était précisément le but. Dans moins d'un mois, Inès devait prendre ses fonctions de nouvelle présidente du conseil d'administration. Mais elle refusait de diriger une entreprise qu'elle ne comprenait pas de fond en comble. Elle ne voulait pas de présentation soignée ou de rapports édulcorés des directeurs régionaux. Elle voulait la vérité, brute et sans filtre. Elle avait besoin de savoir ce que ses employés vivaient réellement. Les chuchotements dans la salle de pause, les hiérarchies tacites, les silences pesants qui en disaient plus que n'importe quelle note de service. Elle avait donc choisi de devenir un fantôme, une stagiaire, dans l'un des avant-postes les plus négligés de son entreprise. Les premières heures furent une masterclass d'exclusion subtile. Les sourires forcés et fugaces des superviseurs. La façon dont l'équipe établie s'appropriait les bonnes chaises dans la salle de pause, laissant les plus bancales aux nouveaux venus. Le raidissement presque imperceptible des épaules quand elle passait. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, pas encore. C'était un rejet froid et silencieux. L'équivalent social d'être regardé à travers et non regardé. Elle vit comment les yeux du directeur des opérations, froid et calculateur, la balayèrent du regard alors qu'elle s'asseyait. Ce n'était pas le moment de le contester. Elle était là pour écouter, pour apprendre ce que signifiait vraiment de travailler à l'intérieur de la machine que sa famille avait construite. Et sous la surface monotone, elle sentait déjà que quelque chose était profondément, fondamentalement erroné. Le premier signe clair apparut à la fin de sa première semaine. Inès venait de terminer un après-midi abrutissant à classer des factures quand elle demanda à un jeune collègue blanc nommé Thomas où se trouvaient les toilettes. Il désigna un couloir. « Les toilettes du personnel sont là-bas », dit-il, puis ajouta, presque après coup. « Vous voudrez sans doute utiliser celle près du quai de chargement. » Il n'en dit pas plus. Mais son rapide regard vers le bas disait tout. Inès se dirigea vers le quai de chargement. Le couloir devint plus sombre, l'air épais de l'odeur de béton humide et de moisissure. La porte des toilettes n'avait pas de plaque. À l'intérieur, une seule ampoule vacillante jetait de longues ombres sur des toilettes tachées et un carrelage fissuré. Une serpillière rouillée était appuyée dans un coin. Son estomac se noua, non seulement à cause de l'état sordide de la pièce, mais aussi à cause de la clarté brutale de ce qu'elle représentait. C'était de la ségrégation. Dépouillée de ses signes historiques,
mais tout aussi puissante. Penchée sur le lavabo crasseux, elle fixa son reflet. La femme qui la regardait n'était pas Inès Dubois, l'héritière d'une grande entreprise. C'était Anaïs, une stagiaire noire jetable dans un endroit qui avait déjà décidé de sa valeur. Plus tard dans la journée, elle s'approcha de la machine à café rutilante dans la salle de pause principale. Un groupe d'employés plus âgés et blancs discutait à proximité. Elle tendit la main pour prendre une tasse propre sur l'étagère. « Celles-ci sont réservées au personnel permanent, ma petite. » La voix était sèche, empreinte d'une autorité condescendante. Inès se retourna. L'homme avait la cinquantaine bien entamée, le visage rougeau, une cravate bon marché serrée contre son cou épais. Son badge indiquait Monsieur Bernard, directeur des opérations. Ses yeux n'étaient pas haineux, ils étaient pires. Ils étaient indifférents, énonçant un fait aussi banal que la météo. « Je fais partie du personnel », répondit Inès d'une voix égale, sa main planant toujours près de la tasse. Monsieur Bernard but une lente gorgée de sa propre tasse. « Les stagiaires ne comptent pas, c'est la politique de la maison », dit-il avec un sourire narquois. « On ne vous a pas expliqué ça lors de votre intégration ?» Quelques-uns des autres ricanèrent, un son bas et dédaigneux. Inès ne dit rien. Elle baissa lentement la main, se retourna et s'éloigna, les poings serrés dans ses poches, jusqu'à ce que ses ongles creusent des demi-lunes dans ses paumes. Elle était venue pour des données. Ce qu'elle recevait, c'était une leçon d'humiliation, enseignée dans la peau d'une autre. Les jours suivants gravèrent ce schéma dans la pierre. Lors des réunions d'équipe, on parlait souvent des employés noirs, mais rarement avec eux. Les instructions étaient vagues, et lorsque des erreurs se produisaient, le blâme était rapide et public. « Anaïs, ce sol n'est pas assez propre », lança une superviseure nommée Sylvie un après-midi, jetant un seau près de ses pieds. « Nous devons tous y mettre du nôtre. »« Mais je n'étais pas affectée au nettoyage », commença Inès. « Eh bien, quelqu'un doit le faire. » La coupa Sylvie, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle vit Malik, un homme noir vif et éloquent diplômé en logistique, se faire dire de gratter du chewing-gum sous les bureaux pendant qu'un nouvel intérimaire blanc sans expérience suivait le directeur adjoint. Elle entendit le langage codé, des mots comme « paresseux »,« ingrat » ou « agressif », utilisés pour décrire les collègues noirs qui osaient poser des questions. Un jour, pendant le déjeuner, elle entendit M. Bernard plaisanter avec un autre manager. « Les quotas de diversité sont un casse-tête », avait-il dit en riant. « Le plus simple est de mettre quelques-uns d'eux à l'entretien. Ça fait bien dans le rapport trimestriel, et la direction ne pose jamais de questions. » Son appétit disparut. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'était une architecture d'oppression, bâtie sur des règles non écrites et des accords tacites. Même l'agencement du bâtiment en témoignait. Les bureaux principaux, lumineux et climatisés, étaient séparés par un accès à carte des zones de stockage et de chargement sombres et mal ventilés où travaillait la plupart du personnel noir. Ce soir-là, en attendant le bus sous un ciel violet meurtri, Inès ferma les yeux. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. « Tu ne peux pas réparer un problème que tu refuses de ressentir. » Elle était venue chercher un problème commercial. Elle avait trouvé une maladie morale, une pourriture qui prospérait dans l'ombre de l'indifférence de l'entreprise. Et les personnes qui souffraient ne déposaient pas de plainte, elles enduraient. Car quand le système est le problème, à qui se plaindre? Elle ne pouvait pas se révéler, pas encore. La pourriture était trop profonde, mais alors qu'elle regardait les lampadaires s'allumer, jetant une lueur orangée maladive sur le trottoir fissuré,
une seule question brûlante se solidifia en une résolution froide. Depuis combien de temps le nom de ma famille est-il utilisé pour justifier cela? Le lundi suivant, Inès descendit du bus non pas avec choc, mais avec détermination. La piqûre des insultes s'était estompée, remplacée par une concentration froide et délibérée. Elle avait senti la pourriture, maintenant, elle allait la documenter, remonter à sa source et construire un dossier si irréfutable qu'il ferait s'effondrer toute la structure pourrie. Caché dans sa poche, déguisé en stylo, se trouvait un enregistreur audio haute fidélité. Dans son esprit, il y avait une carte des angles morts et des routines du bureau. Elle savait quand M. Bernard tenait ses séances de mentorat avec de jeunes stagiaires blancs et influençables. Elle savait quand Sylvie acculait les nouvelles recrues issues de la diversité. C'est lors d'une des séances de M. Bernard qu'elle obtint sa première preuve tangible. En faisant semblant de réapprovisionner le papier de l'imprimante, elle entendit sa voix s'échapper de son bureau. « Et écoute-moi, Thomas, » disait M. Bernard. « Je me fiche de son CV. Malik est là pour déplacer des cartons, c'est son plafond. Tu crois que les gens de la direction vérifient ça? S'il te plaît, ils voient quelques visages divers sur la liste de paye et se félicitent. Si tu joues le jeu, si tu montres que tu es un joueur d'équipe, tu iras loin. Ne gaspille pas ton énergie avec des gens qui ne connaissent pas leur place. » Inès s'éclipsa, le cœur battant. Ce n'était pas seulement de la partialité, c'était une stratégie. Ils embauchaient des employés noirs, non pas pour les former, mais pour les utiliser comme accessoires pour une initiative de diversité qui était en soi un mensonge. La semaine suivante, elle devint plus audacieuse. Elle utilisa une petite caméra intégrée à son badge pour enregistrer des vidéos. Elle fit des copies des plannings de travail et des fiches de paye, trouvant des écarts flagrants. Malik, le diplômé en logistique, était officiellement classé comme agent d'entretien, temps partiel, bien qu'il travaille plus de 40 heures par semaine et soit payé près de 30% de moins que le nouvel intérimaire blanc. La découverte la plus accablante vint d'une simple question. Elle remarqua que plusieurs employés noirs avaient des tâches diverses inscrites sur leur feuille de temps. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle à Malik lors d'un déjeuner partagé et tranquille. Il eut un rire fatigué et sans humour. « Oh, ça, c'est un code. C'est quand M. Bernard a besoin de faire laver sa voiture ou que Sylvie a besoin que quelqu'un aille chercher son pressing. Le mois dernier, j'ai dû passer un samedi à tondre la pelouse de M. Bernard. Il a appelé ça une action pour la communauté. Il m'a donné 20 € de sa poche. » Inès sentit une vague de nausée. Ce n'était pas seulement de l'exploitation. C'était de la servitude moderne, cachée au grand jour. La dernière pièce du puzzle se mit en place tard un vendredi. Alors que le bureau était presque vide, Inès se glissa dans le bureau de M. Bernard. Elle savait où se trouvaient les caméras de sécurité. Dans un classeur verrouillé intitulé « Initiative pour la communauté et la diversité », elle trouva ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas un rapport officiel. C'était un cahier manuscrit. Une liste de noms, Malik, Tiana, Marcus, à côté de tâches comme jardinage, lavage de voiture, course à l'aéroport, famille. À côté, de petites sommes en espèces. Au bas de la page, une note griffonnée, compensée avec la petite caisse pour éviter les alertes de paye. Enregistrer les heures sous formations diverses. Ce n'était pas seulement un mauvais manager, c'était une entreprise criminelle, un complot de vol de salaire et de fraude, le tout masqué par le langage du progrès de l'entreprise. Elle prit une photo du cahier avec son téléphone. Alors qu'elle verrouillait le classeur et se glissait dehors, son cœur ne battait plus la chamade par peur,
mais avec une certitude froide et dure. Elle avait la preuve. Maintenant, il ne lui manquait plus que la scène. L'invitation arriva un mardi, une enveloppe blanche impeccable avec le sceau du groupe Durand. Une réunion trimestrielle bilan and vision pour tout le personnel, à laquelle devaient assister les cadres régionaux. Les stagiaires n'étaient généralement pas invités, mais son nom, Anaïs, était sur la liste. Monsieur Bernard l'avait probablement ajouté pour gonfler les chiffres de la diversité pour les cadres. Il ne se doutait pas qu'il invitait sa propre bourreau. Le matin de la réunion, Inès s'habilla de son polo et de son pantalon kaki habituel et discret. La salle de conférence bourdonnait d'une énergie nerveuse. Monsieur Bernard se tenait à l'avant, rayonnant, serrant la main des cadres en visite, l'image d'un leader confiant. Il fit un discours fade et prévisible sur la croissance, la synergie et l'engagement de l'entreprise envers ses employés. Puis, il commit son erreur fatale. Et maintenant, j'aimerais ouvrir la parole pour tout commentaire ou idée. Nous croyons en une politique de la porte ouverte ici. Un lourd silence emplit la pièce. Personne ne parlait jamais à ces réunions, jusqu'à aujourd'hui. Inès se leva. Toutes les têtes se tournèrent. Le sourire de Monsieur Bernard se crispa sur les bords. « J'ai quelque chose à dire, » dit-elle, sa voix calme et claire, brisant le silence. Elle s'avança lentement vers l'avant de la salle. « Mais d'abord, je dois me présenter correctement. » Elle détacha son badge, Anaïs, et le laissa tomber sur la table. « Je m'appelle Inès Dubois. Je suis l'unique héritière du groupe Durand, et dans 2 semaines, j'assumerai mes fonctions de présidente du conseil d'administration. » Une vague de halètements et de murmures parcourut la pièce. Monsieur Bernard se figea, la couleur quittant son visage. Les cadres en visite la fixaient, la mâchoire pendante. « Je suis venu dans cette succursale sous couverture, » continua Inès, sa voix gagnant en force, « parce que je voulais connaître la vérité sur cette entreprise, pas la vérité que l'on trouve dans les rapports, mais la vérité que les gens vivent chaque jour. » Elle sortit une petite télécommande de sa poche. L'écran du projecteur derrière Monsieur Bernard s'illumina. La première chose qui apparut fut l'onde sonore claire et nette de sa voix. « Je me fiche de son CV. Malik est là pour déplacer des cartons. C'est son plafond. » La pièce devint silencieuse comme la mort. Ensuite, une vidéo. Sylvie réprimandant d'une jeune femme noire pour avoir utilisé le micro-ondes du personnel. Puis, une comparaison côte à côte de la fausse fiche de temps de Malik et de celle d'un employé blanc. Enfin, la photo cristalline du cahier manuscrit détaillant le travail au noir. Inès regarda les visages des membres du conseil passer de la confusion à l'horreur, puis à une fureur pure et sans mélange. Elle baissa la télécommande et tourna son regard vers Monsieur Bernard, qui semblait maintenant petit et ratatiné, sa confiance suffisante remplacée par une pâleur cireuse et terrifiée. « J'ai documenté des mois de racisme systémique, de vol de salaire et de fraude, » déclara Inès, sa voix sonnant avec autorité. Monsieur Bernard n'a pas seulement abusé de son pouvoir. Il a construit un système d'exploitation et a utilisé le nom de cette entreprise, le nom de ma famille, pour couvrir ses crimes. Elle regarda les employés, Malik, dont les yeux étaient grands ouverts d'incrédulité, les autres qui avaient été réduits au silence, qui levaient maintenant les yeux, la voyant vraiment pour la première fois. À vous tous qui avez été négligés, maltraités et rendus invisibles, je vous vois, j'ai vécu vos journées, et je vous le promets, cela s'arrête maintenant. Elle se tourna de nouveau vers Monsieur Bernard. 2 agents de sécurité en uniforme, briefés au préalable, entrèrent dans la pièce. « Monsieur Bernard, » dit Inès d'une voix basse et finale,
Vous êtes renvoyé. Votre accès est révoqué avec effet immédiat. Et depuis ce matin, le groupe Durand engage des poursuites pénales et civiles complètes contre vous. Monsieur Bernard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il la fixa simplement, réalisant enfin à qui, exactement, il avait dit d'utiliser les toilettes du fond. Il ne résista pas tandis que les gardes l'escortaient discrètement hors de la pièce, sa carrière et son royaume de mensonges se dissolvant derrière lui. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur Monsieur Bernard, un profond silence s'installa dans la pièce. Ce n'était pas une célébration, pas encore. C'était le silence lourd et résonnant qui suit une tempête. Inès s'avança, le cœur battant encore sous le poids de tout cela. « Ce n'est pas l'histoire d'un seul homme, » dit-elle, sa voix résonnant d'un pouvoir nouveau. « C'est l'histoire d'un système qui a permis que cela se produise. Cela change aujourd'hui. » Elle regarda directement Malik. « À tous ceux qui ont été contraints au silence, dont la dignité a été volée pièce par pièce, votre temps d'invisibilité est terminé. » Un seul applaudissement sec rompit le silence, puis un autre. Et puis la pièce éclata, non pas en acclamations folles, mais en une vague d'applaudissements puissants et prolongés. C'était le son de la pression qui se relâchait, de l'espoir qui renaissait. Dans les semaines qui suivirent, Inès tint sa promesse. Un discours à l'échelle de l'entreprise fut diffusé en direct, où, en tant que nouvelle présidente, elle exposa la laide vérité sans excuse. Elle annonça des réformes radicales. Un comité d'éthique et d'équité indépendant doté d'un réel pouvoir d'exécution, une ligne d'assistance pour les lanceurs d'alerte gérés par des tiers et un audit complet des pratiques de travail dans toutes les succursales. Plus important encore, des compensations et des arriérés de salaire furent calculés et versés à chaque employé qui avait été trompé par le système de Monsieur Bernard. Malik fut promu au poste de coordinateur logistique régional, un poste correspondant à ses qualifications. Quelques semaines plus tard, Inès retourna à la succursale de Marseille. Elle portait une robe simple, son badge portant désormais son nom complet et son titre. L'atmosphère était différente. Les gens la regardaient dans les yeux. Ils souriaient. Malik l'arrêta dans le couloir. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu n'as rien à dire, » répondit doucement Inès. « Sois juste excellent dans ce que tu fais. Tu l'as mérité. » Alors qu'elle partait, les employés se levèrent, un par un. Ce n'était pas une performance commandée, c'était un geste de profond respect, non pas pour son titre, mais pour son choix, de se tenir avec eux et non au-dessus d'eux. En sortant sous le soleil éclatant de Marseille, Inès Dubois ne se sentit pas comme une vainqueur. Elle se sentit comme un commencement. La lumière encadrait sa silhouette, non pas comme une héritière qui avait reconquis son entreprise, mais comme une dirigeante qui la ramenait enfin à la maison. La musique monte doucement puis s'estompe alors que la voix du narrateur revient. Des narrateurs. Des histoires significatives comme celle-ci nous rappellent le pouvoir du courage. Rejoignez notre communauté en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Commencez votre journée avec des histoires qui inspirent, enseignent et nous relient tous par une empathie sincère.